Bienvenue sur la panafricaine Médian. C'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Talk Afrique. De plus en plus sur le continent africain émergent des dirigeants se réclamant d'un certain souverainisme. Ces derniers promeuvent une endogénéisation de leur économie, la diversification de leur économie également, ainsi que la transformation locale des matières premières et la réduction des dépendances à l'extérieur et une gestion saine de leurs finances publiques. Pour ce faire, il est essentiel pour ces pays africains de changer de paradigme de développement par une stratégie économique fondée sur la souveraineté et sur l'efficacité, une gestion également transparente de leurs finances et des réformes structurelles pouvant favoriser un développement endogène. Comment protéger les finances publiques de la fragilité liée aux changements politiques et institutionnels? Comment allier souveraineté économique et gestion des finances publiques? Peut-on parler de souveraineté économique sans au préalable aujourd'hui relever le défi de la souveraineté monétaire? Toutes ces questions seront développées tout à l'heure avec nos invités. Monsieur Mamadou Diao Barry, vous êtes doctorant en économie, également directeur pays de Sika Finance. Merci d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci M. Sow. Donc je vous salue, je salue à toute l'équipe de Talk Afrique Média. Je salue aussi mon doyen à qui je partage aussi l'émission. Je salue aussi le monde universitaire, d'accord, donc vu qu'on vient de là-bas. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est un sujet très passionnant qui mérite d'être débattu et j'espère qu'aussi on aura à gagner beaucoup là-dessus. Et merci beaucoup également à ce monde universitaire, en l'occurrence vous qui travaillez beaucoup sur ces questions. Je veux bien sûr parler de vous et de votre co-débatteur, Dr Souleymane Keita. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également spécialiste en économie des finances publiques. Merci également, M. Keita, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci, je vous remercie de toute la façon de l'invitation et de l'opportunité aussi que vous m'offrez. Je remercie également mon co-débatteur. C'est maintenant devenu un chercheur, c'est aussi une occasion de le rendre aussi hommage. Ça nous fait plaisir de retrouver nos anciens, en tout cas étudiants, en tout cas qui sont devenus maintenant aussi des cadres. C'est tout à leur bénéfice. Je pense que l'émission sera... Et un immense plaisir également pour nous de vous avoir rassemblés tous les deux sur ce plateau. Nous allons d'abord parler d'actualité et avec l'élection à la présidence de la BAD du candidat mauritanien Sidi Ould Tah, qui a été élu comme nouveau président de la BAD à l'issue des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement tenues à Abidjan du 26 au 30 mai dernier. L'institution se trouve aujourd'hui dans un contexte assez tendu avec la menace des États-Unis aujourd'hui de retirer le demi-milliard aujourd'hui de contribution des États-Unis de la BAD. Selon vous, quel défi donc attendent ce nouveau président de la BAD, les candidats mauritaniens? Merci d'abord de la question. Et puis même le nouveau directeur, en tout cas de la BAD, l'a dit, il y a 4 défis. Donc il doit relever d'abord le défi de la souveraineté économique. C'est important parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit plus maintenant continuer à vivre effectivement sur le prisme, n'est-ce pas, des menaces à tout temps. Soit c'est les États-Unis, bien c'est l'Union européenne. Il faudrait aujourd'hui que l'Afrique, de par ses potentialités aujourd'hui, parvienne, n'est-ce pas, à prendre en charge effectivement ces questions de développement. Ça, c'est la première chose. Le défi également, c'est quoi? C'est le défi de la valorisation, n'est-ce pas, des matières premières. Il a dit, hein, parmi ces défis, peut-être, je pense que c'est à cause de ça qu'il a été porté à la tête, n'est-ce pas, de la BAD, mais aussi le défi, n'est-ce pas, de la valorisation des matières premières. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, que l'Afrique continue à toujours être exportateur de matières premières, et puis maintenant importateur, n'est-ce pas, de produits finis. Ça ne peut pas continuer. Maintenant, nous avons besoin, qu'est-ce qui fait cela? C'est parce qu'il y a un financement qui pose problème. Aussi, nous n'avons pas d'avantage comparatif. Mais aujourd'hui, avec un financement... le défi aussi de l'industrialisation. Justement, l'industrialisation. Pourquoi l'Afrique n'est pas industrialisée? Disons-le, c'est parce que tout simplement le coût de production est relativement trop élevé. Maintenant, les coûts de production aujourd'hui qui fait que l'Afrique ne peut pas être compétitive sur le marché international demandent le fait que maintenant on n'a pas de fonds pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, de faire des innovations. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle, on parle, n'est-ce pas, de l'énergie renouvelable. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ces énergies-là pour, n'est-ce pas, alimenter, n'est-ce pas, nos industries? Pourquoi? Mais qu'est-ce que nous manque? C'est les fonds. Aujourd'hui, c'est une occasion et tout peut être trouvé pour permettre effectivement au nouveau directeur de trouver des ressources innovantes, n'est-ce pas, pour permettre le financement, n'est-ce pas, de nos industries. Je pense qu'aujourd'hui, ce défi-là, il a
vraiment, il l'a dit, mais je pense qu'on va le suivre pour qu'il puisse relever ces défis-là, surtout de financement, n'est-ce pas, des projets innovants, pour permettre effectivement à l'Afrique de sortir, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de cette menace. Parce qu'aujourd'hui, une économie qui n'est pas indépendante, une économie, n'est-ce pas, qui peut tout le temps subir effectivement les dictats, n'est-ce pas, de l'extérieur, ne peut pas développer ce qu'on appelle les mécanismes internes, lui permettant, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, de cette situation-là. C'est arrivé avec ce qu'on appelle l'USAID, c'est arrivé effectivement avec ce qu'on appelle tous les programmes AGOA que les États-Unis ont mis en place en Afrique. Je pense qu'il est venu maintenant le temps pour l'Afrique, n'est-ce pas, de se départir, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de ce prisme-là de développement qui est basé, n'est-ce pas. Et cela en appelle également à davantage promouvoir cette souveraineté économique dont vous parliez au début de vos développements. Et j'aimerais interpeller votre co-débatteur, M. Barry. Vous, quel bilan est-ce que vous tirez du président sortant, à savoir le Nigérian Adesina à la tête de la BAD pendant 2 mandats, 10 ans à la tête de la BAD? Bon, chapeau à lui, hein. Franchement, il a fait un bon bilan qu'il a présenté auprès de ses actionnaires de la BAD. Et comme je l'ai dit, il a pris la BAD d'un point A pour l'amener au point B. Il a fait tout son possible. Maintenant, c'est l'actuel président qui est élu récemment de faire maintenant, de prendre en compte, parce que lui aussi, il a visité beaucoup de limites, d'accord, que durant ces 10 ans de mandat. Maintenant, c'est à son collègue qui vient d'arriver maintenant de savoir comment utiliser les limites que lui il a confrontées pour essayer d'aller vers l'avant. Donc, comme je l'ai dit, parmi les défis aussi, il y a un autre problème, c'est-à-dire le retard sur certains décaissements. Il l'a même dit, d'accord, qu'il va faire le point avec ces gens à chaque fois qu'il y a un décaissement, qu'il y a un projet en cours, qu'on ne dise pas le retard a été fait par la BAD. Donc, je pense que ça, c'est plus important parce que les États ont beaucoup de projets, mais souvent, ça demande, avant même validation, c'est problématique. Mais par rapport au retard sur certains décaissements, est-ce que cela ne risque pas de s'accentuer avec cette menace américaine-là aujourd'hui, qui menace de retirer les 500 millions de dollars de contribution des États-Unis au sein du Fonds africain de développement? Mais ça nous rejoint parce que nous, on cherche la souveraineté économique, souveraineté monétaire et autres. Il ne faut pas dépendre de l'étranger. Si tu ne veux pas dépendre de l'étranger, heureusement, eux, ils vont se retirer. Mais les autres actionnaires, ils peuvent renforcer leur actionnariat au niveau de la BAD. Pour moi, il n'y a pas un problème là-dessus. Donc ça doit plutôt constituer une opportunité pour ces pays-là membres de la BAD. Si vous êtes souveraine, comme vous l'avez dit, souveraineté économique, c'est souveraineté monétaire, c'est souveraineté budgétaire, souveraineté tout. Donc si tu veux être souverain, il ne faut pas dépendre de l'étranger. Donc si les États-Unis veulent quitter, ils n'ont qu'à quitter, les gens vont prendre part. Et nous reviendrons tout à l'heure sur cette corrélation entre souveraineté économique et souveraineté monétaire également. On en revient à Sidi Ould Tah Keïta. Pour son mandat à la tête de la BAD, il devrait en principe s'inscrire dans la continuité des High Five, à savoir les 5 priorités de son prédécesseur: éclairer, nourrir, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie des populations. Selon vous, comment le continent africain pourrait tirer le meilleur parti, surtout de son capital, pour favoriser son développement? Déjà, dès son élection, le Mauritanien, ce qu'il a dit, c'est très clair. Il s'est fixé lui-même donc de continuer ce que son prédécesseur a mis en place, mais aussi de relever d'autres défis. Je vous ai dit tout à l'heure, le premier défi, c'est quoi? C'est la souveraineté économique de nos pays. Aujourd'hui, moi je pense que dans l'état actuel de politique de développement de nos pays, on ne peut pas comprendre que nous continuons à alimenter effectivement les industries des autres pays pendant ce temps que nos industries continuent à avoir des problèmes de matières premières. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on parle de l'électrification rurale dans nos pays, pendant qu'aujourd'hui, c'est l'énergie donc le nucléaire, d'autres formes d'énergie que nous avons dans nos pays, qui alimentent effectivement les centrales nucléaires, n'est-ce pas, des autres pays. Donc aujourd'hui, les priorités, on ne le demande pas trop, la priorité aujourd'hui dans le développement économique de l'Afrique, c'est quoi? C'est d'abord la valorisation, n'est-ce pas, des matières premières. Et deuxièmement, c'est la transformation de ces matières premières en produits finis ou en produits semi-finis. Mais aussi en trouvant effectivement ce qu'on appelle les moyens innovants, n'est-ce pas, pour que nous puissions avoir les financements nécessaires, on l'a dit tout à l'heure, pour nous permettre, n'est-ce pas, de ne plus dépendre de l'extérieur. C'est extrêmement important. Et on a toutes les possibilités aujourd'hui. Il y a d'autres canaux. Aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, à partir de nos matières premières, avoir, disons, les ressources financières dont on a besoin, n'est-ce pas, pour financer nos développements. Mais aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique innove, qu'on essaie, n'est-ce pas, de se passer, n'est-ce pas, de ces modèles traditionnels de financement de nos économies, en se basant uniquement que sur le PTF, les partenaires techniques financiers traditionnels, le FMI et la Banque mondiale. Non, aujourd'hui, il y a le marché financier,
Il y a d'autres structures qui sont là aujourd'hui qui peuvent nous aider à nous développer dans des conditions qui nous sont avantageuses. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions avec lesquelles, les conditionnalités, n'est-ce pas, de ces organismes financiers que je ne déplore pas, hein, mais aujourd'hui qui ne sont pas en phase avec nos processus de développement, nous avons des petites économies avec les maigres moyens. Maintenant, si on continue à nous poser des conditionnalités, ça ne peut pas nous permettre, n'est-ce pas, de sortir effectivement dans nos processus de développement. Et dans le cadre de ces innovations dont vous parliez tout à l'heure aujourd'hui, si ces pays africains arrivent à transformer localement aujourd'hui ces matières premières en produits finis ou semi-finis, est-ce que également une autre opportunité ne se prêterait pas à eux, un marché beaucoup plus grand à travers la ZLECAf aujourd'hui, cette zone de libre-échange continentale? Justement, quand je le dis, c'est par rapport à cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous transformons nos matières premières aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a des schémas de développement qui étaient déjà faits en Afrique il y a très longtemps, depuis les années 80, avec les schémas de développement. Maintenant, aujourd'hui, si nous transformons aujourd'hui, l'Afrique était divisée en pôles de développement. C'est les pays, par exemple, qui ont la capacité de production, par exemple, de coton. Je donne un exemple, comme le Burkina, peut-être comme le Mali, peuvent le produire, le coton. Maintenant, la transformation peut se faire en Côte d'Ivoire ou bien au Nigeria, quelque part, où, par exemple, le secteur industriel est beaucoup plus développé. Et ça permettrait effectivement, d'abord, que la CEDEAO soit beaucoup plus vivante et pourquoi pas la ZLECAf soit beaucoup plus vivante. Donc ça dit quoi? Des zones de production en Afrique, des zones de transformation en Afrique, ça crée effectivement de l'emploi, ça facilite effectivement le déplacement, ça règle la question, n'est-ce pas, de l'intégration économique. Pourquoi? Parce que si vous voyez que dans beaucoup de pays, on assiste beaucoup plus à des phénomènes de désintégration parce que les populations ne se retrouvent pas, n'est-ce pas, dans ces systèmes économiques-là. Mais imaginez aujourd'hui que par exemple la production du Mali, la production du Burkina est transformée, n'est-ce pas, au Nigeria. Et qu'au Nigeria, qu'on mette en place une unité industrielle qui va embaucher les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens. Mais c'est quoi? Il n'y a pas meilleure intégration économique. Et cela va renforcer l'intégration économique, également développer également cette question aujourd'hui de l'accès à l'emploi pour ces jeunes Africains-là. Et M. Barry, quelle lecture est-ce que vous faites de cette volonté de plus en plus affichée aujourd'hui des dirigeants africains à aller vers une souveraineté aujourd'hui économique de leur pays, puisque pour la plupart en tout cas, ils appellent à un certain souverainisme? Oui, donc c'est comme je l'ai dit aujourd'hui, hein, quand on parle de souveraineté, notre esprit va directement sur les pays de l'AES. Donc ils se sont démarqués, mais ils ont des raisons. Parce que par exemple, depuis 60 ans, tu as des partenaires financiers avec qui tu travailles, tu as des gens qui utilisaient des postes ministériels et autres qui n'arrivent toujours pas à se séparer des réalités. Ça ne bouge pas, ça ne transforme pas, ça ne fait rien. Toujours, on est en train d'exporter nos matières premières vers d'autres horizons. Et à la fois, quand on regarde notre déficit commercial, on voit que ça plombe de tous les jours. Donc, il y a un temps qu'il faut faire un arrêt, de revoir maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de les transformer et de les maintenir chez nous, créer l'emploi et autres. Comme il l'a dit, hein, parce que les Africains ils ne changent pas entre eux. Il n'y a pas de... Là, comme on le dit, moi je préfère vendre un Chinois que vendre un pays. D'ailleurs, récemment, lors d'une tournée en Côte d'Ivoire, d'une visite de travail et d'amitié, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko l'a rappelé, ou bien l'a dit devant son homologue ivoirien, que les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont très faibles et il faudrait aller vers le renforcement aujourd'hui de ces échanges commerciaux. Oui, mais vous savez, les pays ils ont les intérêts. Donc, Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'ils voient que je vends mes produits à la Chine ou bien au Japon qui paient plus que le Sénégal, c'est un choix qu'ils vont le faire. Maintenant, c'est quoi? On est africain. Il faut d'abord cette fibre patriotique. Mais d'où l'intérêt aussi de renforcer ce climat des affaires-là pour les entrepreneurs ivoiriens qui veulent venir investir au Sénégal ou pour les entrepreneurs sénégalais qui veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Oui, donc c'est déjà cette question, ça pose problème parce qu'on était dans une autre zone. Cette zone-là, maintenant, il y a une autre zone qui se démarque. Donc, quand tu regardes le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a des tensions souvent. Quand tu regardes le Niger et le Nigeria aussi. Quand tu regardes le Bénin et le Niger, c'est des choses... Il y a déjà on a un problème politique, que les politiques n'arrivent pas d'abord à se comprendre. Maintenant, si les politiques n'arrivent pas à se comprendre, ce n'est pas l'économie qui va suivre. Parce que l'économie, c'est fixe, mais ce sont les dirigeants qui le font piloter. Par exemple, si le Sénégal fait un choix d'utiliser une économie avantagée ou bien faire commercer avec les gens qui sont aux alentours, là, l'économie va bouger. Mais si on se décide, on se dit, voilà, tout ce qu'on produit ici, par exemple, notre pétrole et le gaz, le choix, c'est quoi? De le vendre à l'extérieur, aux Européens ou bien aux Chinois, que de vendre aux pays qui sont à côté de nous. Ça, c'est un choix. Mais c'est un choix qui, peut-être, va poser des problèmes sur notre avenir, d'accord, dans la sous-région qui est déjà pénible. Maintenant, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que tous les pays aujourd'hui aspirent à la souveraineté économique.
Et d'où l'intérêt également, comme vous l'avez rappelé, de renforcer aujourd'hui ou bien de raffermir ces liens politiques-là pour que ça puisse impacter positivement également les aspects économiques. J'aimerais vous interpeller sur un autre point sur lequel vous aviez commencé à développer, à savoir la souveraineté monétaire. Je le disais depuis tout à l'heure, beaucoup de ces dirigeants se revendiquent d'un certain souverainisme. Mais peut-on parler de souveraineté économique sans au préalable relever le défi de la souveraineté monétaire, à savoir sa propre monnaie? Tu sais, vous savez, moi, quand j'ai vu vos sujets, je parlais de souveraineté économique. Je dis que bon, quand on parle de souveraineté économique, c'est basse. Donc moi, je la mets comme notre cours de politique économique. Je me dis que donc il y a souveraineté budgétaire, il y a souveraineté monétaire et il y a une souveraineté fiscale. Parce que c'est ça qui pilote la politique économique. On est dans l'économie. Maintenant, quand vous parlez de souveraineté monétaire, automatiquement, nous partons vers la monnaie. Donc la monnaie, moyen d'échange entre les pays. Maintenant, d'autres pensent que c'est un frein, d'autres pensent que ce n'est pas un frein. Moi, je pense, personnellement, je dis, quelqu'un qui va être souverain, la monnaie, c'est ta monnaie parce que c'est vous qui l'utilisez. Même si c'est produit ailleurs, mais qui l'utilise, c'est vous qui l'échangez. Ce qu'on peut regarder d'abord, c'est les avantages que ça nous procure. Pourquoi je le dis souvent, les gens te disent, bon, monnaie c'est frein. Je dis, bah, attention, regardez la Côte d'Ivoire, ils utilisent le franc CFA, mais ils sont maintenant deuxième au niveau de la zone CEDEAO. Pourquoi ils utilisent le franc CFA? Quand vous regardez le Bénin sur le marché financier aujourd'hui, mais c'est une référence. Même leurs taux sont plus bas que le Sénégal. Pourquoi? Et pourquoi ils utilisent le franc CFA? Actuellement, ils ont plus de 3 sociétés cotées sur l'égalité avec le Sénégal, alors qu'autant ils n'avaient qu'une seule. Donc le problème, c'est quoi? C'est le travail. Il faut que les gens savent que l'urgence, ce n'est pas la souveraineté monétaire. La monnaie va suivre. Parce qu'un pays qui te garantit, c'est parce qu'il pense que tu ne peux pas exporter. Mais quand tu commences à exporter, tu commences à gagner beaucoup de devises, lui va te dire pardon, je ne peux plus t'accompagner. Donc l'urgence, ce serait plus de développer des politiques publiques et autres politiques industrialisées. Commerce, faire des échanges, faire gagner le pays, c'est mieux. Faire gagner le pays avant de parler de cette question de la monnaie-là. Et M. Keïta, selon vous, quels sont les défis aujourd'hui à relever pour en arriver à cette souveraineté économique-là des États africains? Bon, il y a beaucoup de défis à relever. D'abord, je reviens effectivement sur la souveraineté monétaire que vous avez soulevée tout de suite. Tout à fait, parce que je disais, est-ce qu'il ne faudrait pas au préalable aller vers une souveraineté monétaire avant de parler de souveraineté C'est qu'en fait, nous, dans les amphis, à l'université, nous parlons beaucoup plus, n'est-ce pas, de ces questions-là. Nous les abordons avec nos étudiants. Mais il faut faire beaucoup attention. C'est-à-dire, les gens croient qu'aujourd'hui, il faut avoir notre monnaie pour qu'on soit forcément souverain. Et je dis souvent, il faut faire beaucoup attention parce que la monnaie, c'est d'abord la confiance fiduciaire, la confiance. Donc ça veut dire quoi? Quand vous avez votre propre monnaie, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir notre monnaie qui va fluctuer sur le plan international et par rapport à d'autres monnaies. Je fais le scénario où nous sortons, n'est-ce pas, de CFA. Maintenant, en ce moment, il faut que nous ayons ce qu'on appelle des dirigeants responsables. Deuxièmement, nous ayons des comportements responsables. Ça veut dire quoi? Parce que la monnaie maintenant va s'apprécier à l'aune, n'est-ce pas, le niveau de l'activité économique, comme il a dit tout à l'heure. Mais c'est extrêmement important aussi, c'est par rapport au comportement institutionnel que nous aurons. Est-ce que vous savez aujourd'hui, rien que le débat porté par un ministre ou un président de la République peut impacter, n'est-ce pas, sur la valeur de la monnaie? Parce que c'est une question de confiance qui est là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous le discutons dans nos amphithéâtres. J'ai vu récemment un de nos collègues là qui le disait, que la question de la monnaie, et lorsqu'on est université, c'est différent. Quand on est dans la gestion de la monnaie, quand on est dans l'administration, c'est extrêmement différent. Je pense qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, il faut dans l'administration pour voir que c'est aussi beaucoup plus facile de dire dans les amphithéâtres, que par les archivistes, il faut sortir de ces faits, que quand tu es dans l'aspect économique, quand tu es dans l'administration, vous allez comprendre qu'il y a des éléments institutionnels, il y a les éléments émotionnels, il y a les éléments administratifs que vous avez, que les gens oublient. Vous avez vu aujourd'hui, un commerçant aujourd'hui qui est beaucoup plus à l'aise en vendant des biens et services en francs CFA, vous le demandez, n'est-ce pas, d'avoir sa propre monnaie ici, qui va dépendre maintenant du comportement, n'est-ce pas, d'un ministre, du comportement d'un président de la République. Vous l'exposez. Vous l'exposez. Donc, par conséquent, c'est extrêmement facile aujourd'hui quand j'entends les gens dire, les activistes. Je pense que c'est vrai, il faut faire beaucoup attention. Parce que la question de la monnaie, elle est une question éminemment importante. Mais si on reste sur cette question de la monnaie, M. Keïta, est-ce qu'aujourd'hui, une monnaie commune, comme c'est le cas dans l'espace CEDEAO, où il y a beaucoup d'avancées quand même dans le cadre de l'éco, est-ce qu'aujourd'hui, cela pourrait constituer une alternative, une monnaie, par exemple, régionale? Oui, ça serait une alternative. Justement, c'est ça, c'est une alternative. C'est ce que je dis dans le cadre, n'est-ce pas, de la CEDEAO, où donc le projet de la mise en place, n'est-ce pas, de la monnaie éco, qui avait beaucoup
beaucoup avancé depuis les années 2020, mais maintenant qui est tombé, n'est-ce pas, dans les gens, il y a les procédures qui sont en cours. Je pense que c'est une alternative. Quand nous allons en communauté et que nous voulons créer ce qu'on appelle la monnaie, mais il faudrait qu'on prenne le temps de bien réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les avancées solitaires n'arrangeront personne. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux éviter, que par le coup, n'est-ce pas, de la colère, effectivement, des revendications prônées, effectivement, par certains activistes à gauche, à droite, qui va nous amener maintenant dans des situations de chaos. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est une question éminemment importante. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas... À quoi ça sert de votre monnaie si 80% de ce que vous consommez est importé? Mais la monnaie repose sur le niveau de l'activité économique. Vous ne produisez pas, on l'a dit tout à l'heure, vous ne produisez pas, vous importez. Avoir votre monnaie, c'est quoi? C'est vous exposer. D'abord, je pense que la question de la monnaie viendra d'elle-même si, par exemple, on règle la question alimentaire, la question de production, la question industrielle. En ce moment, on aura notre monnaie qui va nous servir, n'est-ce pas, disons, d'activité pour asseoir notre souveraineté. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous voulons mettre la chose avant le bœuf, comme ça a toujours été, n'est-ce pas, dans le cadre. L'intérêt de renforcer d'abord la compétitivité et la productivité de nos pays. Non, d'abord la compétitivité, et maintenant la productivité, n'est-ce pas, de notre économie, et aussi produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'abord de notre... Vous savez, la plupart aujourd'hui dans nos pays, nous subissons de l'inflation. Vous savez, c'est quel type d'inflation? C'est de l'inflation importée. Parce que, quel que soit notre système économique, quels que soient aujourd'hui les efforts qui sont consentis aujourd'hui par les nouvelles autorités en subventionnant les produits, mais c'est des produits qui ne sont pas fabriqués ici. Un produit qui est fabriqué par exemple en France, avec le changement climatique, qui impacte effectivement sur le rendement, n'est-ce pas, de la production, et que ce rendement de la production impacte, n'est-ce pas, sur le taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt, n'est-ce pas, va impacter, n'est-ce pas, sur le prêt que les agriculteurs français vont faire. Maintenant, là où ils avaient prêté pour 10 000, ils vont avec 2%, ils vont maintenant prêter le même 10 000, peut-être avec 7%. Donc ça révalue effectivement le taux d'intérêt. Mais quand ils vont venir vendre les produits ici, il faut qu'ils intègrent effectivement cette nouvelle valorisation, cette nouvelle donne. Donc nous sommes maintenant dans un... Ce qui va davantage impacter ce consommateur africain. Oui. Et M. Barry, vous dites-moi, comment allier aujourd'hui souveraineté économique et gestion des finances publiques selon vous? Et j'ai l'impression que vous vouliez réagir d'abord. Comme il le dit, souvent les gens n'arrivent pas à comprendre. Comme le disent les économistes, que la force du monnaie, ça dépend de la quantité de métaux précieux qu'ils détiennent. Quand tu regardes par exemple le bilan de la Banque centrale, au niveau de son actif, il a ce qu'on appelle le hors devise. C'est ça qui garantit notre monnaie aujourd'hui. Donc, si, comme il a dit, tu importes plus que tu exportes, c'est des sorties de devises. C'est ça qui met souvent en peine ta monnaie, d'où parfois on te parle de dévaluation. Maintenant, nous, ce qu'on a chez nous, dans la zone UEMOA par exemple, si les jeux, comme il a dit tout à l'heure, CEDEAO, ils vont nous rejoindre, mais c'est déjà acquis. On est 8 pays. Si on a d'autres pays qui viennent, c'est une force, on est d'accord. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que d'abord, on peut gérer cette monnaie? C'est ça ma question. Parce que gérer une monnaie, comme il a regardé le discours de Donald Trump, s'il parle un mot, le coût du dollar sur le marché financier. Maintenant, nous, si on a des gens qui nous gouvernent, qui n'arrivent pas à comprendre tout ce processus, tu les donnes le pays, un jour ils viendront, ils vont faire couler nos marchandises. Parce que l'intérêt d'avoir aujourd'hui une monnaie comme le franc CFA, comme on l'a dit, c'est la stabilité des prix, c'est l'inflation, la vie est chère. Au moins aujourd'hui, on a une banque centrale qui lutte contre la vie chère. Parce que les deux objectifs de la banque centrale n'est rien de la stabilité des prix et la croissance. Mais l'un le plus important, selon lui, c'est la stabilité des prix. Pourquoi la stabilité des prix? Mais c'est l'inflation. La vie est chère. Maintenant, si par exemple, moi j'ai 500 000 comme salaire, d'accord? On me dit que chaque mois, je dépense, comment on l'appelle, 90 000 ou bien 100 000 francs. Mais chaque mois, on me dit que ouais, le marché est cher, il faut que j'augmente. Maintenant, avec ça, si ma monnaie n'est pas stable, comment je vais faire? Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, la Banque centrale contribue aujourd'hui à cette stabilisation-là. Parce que c'est son J'aimerais que vous reveniez sur la question également sur laquelle je vous ai interpellé tout à l'heure. Comment allier aujourd'hui souveraineté économique et gestion des finances publiques? Oui, donc cette souveraineté économique dans la gestion, la gestion des finances publiques, ce sera la souveraineté fiscale. Parce qu'aujourd'hui, souveraineté, comme je vous l'ai dit, il y a souveraineté budgétaire, par exemple, l'État peut gérer, mais la souveraineté monétaire, ça c'est du ressort de la Banque centrale. Maintenant, nous, comme on l'a dit, on n'a pas assez de ressources, on n'arrive pas à gérer nos dépenses. Ce qu'il faut alors, c'est d'inciter à au paiement de la fiscalité, voir maintenant comment l'informel, on peut les intégrer pour que cette marge qu'on est en train de perdre, qu'on les regagne. Donc, ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport aux taxations, je pense, numériques. Avec les taxations numériques. Voilà, ça c'est des avancées parce que déjà,
on gagne là-dessus. Maintenant, derrière aussi, c'est quand vous recevez vos recettes, c'est que vous savez où les mettre. Voir l'urgence, là où il faut investir et là où il faut dépenser. Moi, je pense que si on arrive à l'allier, on peut faire une bonne gestion. Mais derrière aussi, comme on l'a dit, si on continue de dépendre de l'extérieur, parce que financer un budget, tu as un déficit, tu veux toujours lever sur les marchés internationaux ou bien tu attends les bailleurs de fonds pour te financer, c'est eux-là qui vont te dicter. Parce qu'aujourd'hui, les FMI ne vont pas te donner 1000 milliards ou 300 milliards sans pour autant avoir des protocoles d'accord. Et d'où l'intérêt également de réduire cette dépendance à l'extérieur. Et M. Keïta, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire et les États font face à une économie de marché de plus en plus mondialisée également, donc ouvert à l'extérieur. Dans ces conditions, les États peuvent-ils aspirer à une réelle souveraineté économique? Oui, la souveraineté économique, comme je l'ai dit, c'est la capacité du pays, n'est-ce pas, à s'autogérer, n'est-ce pas, ses besoins de consommation. Maintenant, les États aspirent à ça. Mais face à cette dépendance-là aujourd'hui de l'extérieur, est-ce qu'aujourd'hui on peut aspirer à une réelle souveraineté économique? Non, c'est ce que on va vers ça, on tend vers ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. L'idéal aujourd'hui, c'est d'avoir une souveraineté. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous regardez, comme je vous ai dit, le panier de la ménagère dans nos pays africains, surtout parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce débat-là, 80%, n'est-ce pas, de ce que nous consommons est importé. Et ça, c'est ce qui constitue un problème. Maintenant, quand on parle maintenant de la souveraineté, comme je l'ai dit, c'est de la capacité maintenant de nos pays maintenant à pouvoir produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est bien possible. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission, M. Keïta. Le débat était passionnant, mais nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer. Je rappelle que Dr Souleymane Keïta, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également spécialiste en économie des finances publiques. Merci encore d'avoir été avec nous et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Non, le plaisir est pour moi. En tout cas, le débat est passionnant. Je pense que dans d'autres occasions, on aura l'occasion de revenir plus d'amplement sur ces questions. Tout à fait. Sur d'autres plateaux également, nous développerons plutôt davantage sur ces questions-là pour davantage les approfondir. Et en face de vous, vous aviez M. Mamadou Diao Barry, votre première participation à l'émission Talk Afrique, mais également un immense plaisir aussi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes doctorant en économie, également directeur pays de SICA Finance. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci pour l'occasion donnée. C'est un plaisir aussi, comme c'est une fierté de partager avec nos doyens qui nous ont enseigné. Et aujourd'hui, on partage les mêmes plateaux et aussi vu la qualité des échanges avec les discours, avec comment on l'appelle, les cours qu'il nous a donnés. Bon, pour nous, ça va nous apprendre davantage. Un plaisir également pour nous et une fierté d'avoir partagé ce plateau avec tous les deux. C'est assez court quand même, avec un débat comme ça, parce que comme il l'a dit, c'est vaste. Et nous développerons davantage sur d'autres plateaux. Merci encore pour cette disponibilité. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.